Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour une vidéo top 10 anecdotes car pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous savez que j'adore lire les biographies et les autobiographies des superstars et parfois je les lis même plusieurs fois et ensuite je vous en parle en live. Et souvent il y a des fans qui se plaignent par rapport au fait que ces autobiographies ne sont pas traduites en français. Du coup je me suis dit que lors des prochains mois je vais relire la plupart de ces autobiographies et je vais vous faire des résumés sur Twitter et sur YouTube. Alors bien entendu je vais pas pouvoir vous résumer tout le livre mais je vais sélectionner les 10 meilleures histoires, les 10 meilleures anecdotes et je vais vous les raconter. Et donc je me suis dit qu'il fallait qu'on démarre avec l'une des meilleures autobiographies du monde du catch, le premier livre de Mick Foley, Have a Nice Day, A Tale of Blood and Sweat Socks. Et donc j'ai sélectionné les 10 meilleures anecdotes de ce livre écrit par Mick Foley lui-même, car pour info, c'est Mick Foley qui a écrit le livre tout seul, alors qu'à l'époque, la plupart des biographies qui étaient publiées par la WWE n'étaient jamais écrites par les superstars, mais bien entendu par des auteurs. Et donc là par exemple, on va notamment revenir sur des blessures de Mick Foley, sur son entretien d'embauche avec Vince pour intégrer la WWE, sur ses différentes modifications qu'il a voulu apporter à Mankind, ses premières grandes rivalités au sein de la WWE, son Hell in a Cell match contre The Undertaker, et la première fois qu'il a remporté le titre de champion du monde à la WWE. Et donc pour rappel, comme je vous l'ai dit, j'ai également sorti un thread sur Twitter, donc n'hésitez pas à aller le liker et le retweeter pour donner un petit peu de visibilité au post, car honnêtement il y a vraiment tellement d'anecdotes qui sont passionnantes, et c'est le seul moyen de les trouver en français, car comme je vous l'ai dit, le livre n'est pas traduit en français. Alors on démarre avec la première anecdote qui concerne une oreille de Mick Foley. Car forcément dès les premières pages Mick Foley veut démarrer fort, il veut un petit peu nous choquer dès le début du livre, donc il démarre avec l'une de ses meilleures anecdotes, la perte de son oreille droite. Alors nous sommes en Allemagne en 1994 lors d'une tournée internationale de la WCW qui était la grande fédération concurrente de la WWE dans les années 90. Et donc lors d'un show WCW qui a lieu pendant cette tournée, Mick Foley doit affronter Vader et c'est quelqu'un qu'il connaît très bien donc il sait que le match va être intense, le match va être violent et pour ajouter encore plus d'intensité, Mick Foley va faire l'un de ses tricks habituels et je précise qu'à cette époque Mick Foley catchait sous le nom de Cactus Jack. Et donc ce petit trick, c'est un move habituel de Mick Foley où il s'élance pour se jeter sur son adversaire qui est dans les cordes, mais au dernier moment, son adversaire s'enlève et donc Mick Foley se retrouve dans les cordes et là il bloque sa tête entre la deuxième et la troisième corde, il retourne les cordes sur sa tête et donc il se retrouve pendu entre la deuxième et la troisième corde, c'est le fameux Hangman de Mick Foley. Sauf que ce que Mick Foley ne savait pas, c'est qu'un peu plus tôt, il y avait eu un match avec le catcheur Too Cold Scorpio, et Too Cold Scorpio avait trouvé que les cordes n'étaient pas assez tendues, donc il l'avait mentionné à un technicien, et du coup, entre-temps, ce technicien avait tendu les cordes au maximum, mais Mick Foley ne le savait pas. Donc Mick Foley s'élance vers les cordes, Vader s'enlève, et là Mick Foley fait sa roulade, il se retrouve dans la position du pendu, entre la deuxième et la troisième corde, mais là il se rend rapidement compte que les cordes sont beaucoup trop tendues, et que ça commence à exploser sa tête, et du coup rapidement Mick Foley commence à paniquer, et il voit que personne ne l'aide, Vader ne le regarde même pas, donc il comprend qu'il va devoir s'en sortir tout seul, et là il galère, c'est très compliqué, mais au final, il réussit à s'en sortir, et il sauve sa tête, donc là il remonte sur le ring, mais d'un coup, vous avez quelque chose qui tombe de la tête de Mick Foley, et en fait, c'est son oreille droite qui a tout simplement été arrachée par la pression provoquée par les cordes. Mais bien entendu, on est dans le monde du catch, donc vous connaissez Mick Foley, il termine le match, ensuite il va prendre quelques photos en coulisses, puis on l'emmène enfin à l'hôpital, mais là malheureusement le docteur lui explique que l'oreille droite est vraiment trop déchirée, elle est vraiment mal en point, du coup à l'heure actuelle il ne peut pas recoudre son oreille, et tout ce qu'il peut faire pour le moment c'est refermer la plaie, mais par contre dans quelques temps, Mick Foley pourra avoir une opération de reconstruction pour on va dire un petit peu améliorer l'état de son oreille. Donc Mick Foley se fait recoudre, mais pendant ce temps il voudrait récupérer son oreille, un petit peu comme un souvenir de cette tournée en Allemagne, et donc là il voit son oreille, et il voit une infirmière qui prend l'oreille, et il faut savoir que Mick Foley parle allemand, donc il demande à l'infirmière de récupérer l'oreille, mais l'infirmière lui explique que l'oreille va pourrir, ça va puer, et donc il ne peut pas la garder. Sauf que Mick Foley réfléchit et il se dit qu'il va garder l'oreille et la mettre dans un produit spécial, comme ça il n'y aura aucun souci. Mais l'infirmière insiste en disant que ce n'est pas possible, et là, sous les yeux de Mick Foley, l'infirmière ouvre une poubelle et elle jette l'oreille de Mick Foley, puis elle regarde Mick Foley et elle lui dit en allemand « Mais de toute manière, je croyais que le catch c'était fake ».
Pour l'anecdote numéro 2, on retourne au début des années 90, lors des premières apparitions de Mick Foley à la WCW, où honnêtement il faisait du bon travail et il faisait également une bonne impression auprès des officiels. Ce qui fait que lors d'une réunion créative avec les bookers, il y en a certains qui ont proposé un plus gros push pour Mick Foley, mais là c'est celui qui était le booker en chef à l'époque de la WCW, Ric Flair, qui a refusé, car Ric Flair a posé une question toute simple aux autres bookers. Il leur a demandé s'ils voient réellement Mick Foley devenir champion du monde un jour, et là personne n'a défendu Mick Foley, personne n'a pris la parole pour défendre le bon vieux Cactus Jack, et du coup le débat était clos, et il n'y a pas eu de gros push pour Cactus Jack. Et donc lors des premiers chapitres, Mick Foley nous explique plusieurs fois que ses relations avec Ric Flair étaient très tendues et il ne sait pas pourquoi. Il ne sait pas pourquoi est-ce que Ric Flair lui en voulait tellement et pourquoi est-ce que Ric Flair ne souhaitait pas le pusher. Et Foley est très clair sur le sujet, il complimente Ric Flair en tant que catcheur, en tant que superstar, mais par contre il explique qu'en tant que booker, il était clairement mauvais selon lui. Et Mick Foley nous donne d'autres exemples de cette méchanceté de Ric Flair envers lui. Par exemple en 1990, Mick Foley retourne en coulisses après un match, et là il se fait engueuler par Ric Flair, et voici ce que Ric Flair lui dit. « Mais qu'est-ce que tu fous ? Tu fais toute cette merde et tu penses que t'es over juste parce que les commentateurs te mettent en avant. Tu ne comprends pas que tout le monde s'en fout de toi ? Tu vas finir en chaise roulante à 30 ans et personne n'en aura rien à faire. » Donc comme vous l'avez compris, les relations entre Mick Foley et Ric Flair étaient très mauvaises, et du coup quand le livre de Mick Foley est sorti, eh bien Ric Flair l'a lu, et donc il était dégoûté par ce qu'il a lu, ce qui fait que quelques mois plus tard, Ric Flair a sorti son propre livre, où il répond à Mick Foley, et il dit que Mick Foley n'a jamais été un grand catcheur, et Mick Foley n'est qu'un cascadeur. Et donc derrière, la WWE est intervenue, et la fédération a fait ce qu'elle adore faire, elle a utilisé les tensions de la vie réelle afin d'en faire une storyline, une rivalité entre Mick Foley et Ric Flair qui s'est plutôt bien passée, et apparemment ça a permis aux deux superstars de mieux se connaître, d'apprendre à se connaître, et d'avoir un petit peu plus de respect l'un pour l'autre au final. On enchaîne avec les conseils de Mick Foley pour toutes les jeunes futures superstars qui souhaitent se lancer, et cette partie est très importante pour les futurs catcheurs mais également pour les fans, car Mick Foley précise des choses très importantes que certains fans ne captent pas, notamment que tout ce qui se passe dans le ring est un petit peu secondaire, et ce ne sont pas les grandes prises, les moves de fou qui vont faire de vous une méga star, mais c'est votre personnage, votre personnalité qui va réellement vous aider, donc voici ce que Mick Foley déclare. Pour tous les jeunes futurs catcheurs, les promoteurs ne sont pas impressionnés par le fait de casser des tables, utiliser des chaises ou des barbelés. Le secret, c'est d'apprendre les bases, développer un perso et travailler dur. Bien sûr, j'ai réussi à entrer dans ce business en sautant d'un toit, mais il m'a fallu 6 longues années avant de gagner plus d'argent que le type qui vend des glaces à Auchan. Et en plus, de nos jours, des types qui sautent dans tous les sens, il y en a partout. Personne n'est intéressé par des moves de fou de nos jours, mais les gens sont intéressés par les humains qui performent ces moves. Sinon, Papi Chulo, qui est un grand luchador de l'époque, serait sur la couverture de tous les magazines, à la place de Steve Austin ou de Roman Reigns. Et rendez-vous compte que The Undertaker obtient plus de réactions en sautant par-dessus la 3e corde 2 fois par an, plutôt que Taka Michinoku qui effectue des twistings Sukahara tous les soirs. Et en règle générale, les top superstars détestent les catcheurs hardcore. Si tu débarques à la WWE grâce à une vidéo où on voit des tables cassées et des barbelés, alors un type comme Ken Shamrock va te renvoyer rapidement dans ton jardin. Donc faites-moi confiance, allez à l'université, apprenez les bases, puis cassez des tables après que les fans aient commencé à s'intéresser à vous. Puis on se retrouve au milieu des années 90, Mick Foley a quitté la WCW car il était mal utilisé, et donc quelques mois plus tard il est contacté par la WWE, qui s'appelait la WWF à l'époque, pour avoir un entretien avec Vince McMahon, car il faut savoir que Jim Ross, qui était devenu l'un des bras droits de Vince McMahon, était un grand fan de Mick Foley, et donc il n'arrêtait pas de pusher auprès de Vince pour tenter de recruter Cactus Jack. Mais il faut savoir que Vince McMahon n'était pas un grand fan de Mick Foley, mais Vince McMahon est tout de même allé parler avec certaines de ses top stars à la WWE en coulisses, et là il faut savoir que notamment The Undertaker et Kevin Nash ont pris la défense de Mick Foley, ils ont dit beaucoup de bien de Mick Foley, et c'est ce qui a convaincu Vince McMahon de lui accorder un entretien. Donc Mick Foley se rend au bureau de la WWE, et déjà ça commence mal, car Mick Foley avait entendu que d'après les rumeurs, quand Vince McMahon est vraiment intéressé par une top superstar, habituellement Vince l'invite directement chez lui, dans sa maison, pour le premier entretien.
Donc Mick Foley était un petit peu déçu, mais il se dit que c'est pas grave, il va tout de même réussir à convaincre Vince McMahon. Donc Mick Foley entre dans le bureau de Vince, et la mauvaise surprise, Vince McMahon l'accueille en l'appelant Mike Foley. Et il faut savoir que Vince McMahon l'a appelé Mike pendant 2 heures et bien entendu, Mick Foley n'a pas osé le corriger. Mais au final, les choses se passent plutôt bien et dès le départ, Vince McMahon propose à Mick Foley que sa première rivalité soit contre The Undertaker, qui était l'une des top stars à l'époque. Donc Mick Foley est ravi, sauf que derrière Vince McMahon ajoute qu'il a des plans pour Mick Foley. Et en fait, il veut le faire catcher sous un nouveau personnage, un personnage masqué. Et là, Mick Foley est totalement dégoûté, car en fait, Mick Foley espérait amener son propre personnage de Cactus Jack à la WWE, et il ne voulait pas catcher sous une nouvelle gimmick, en plus avec un masque, car pour lui, le fait de porter un masque, c'est comme si on enterrait un catcheur. Et à côté de ça, Mick Foley était également déçu par le contrat qui était offert par la WWE, car à cette époque, la WWE ne proposait pas de salaire garanti, la WWE proposait simplement un contrat avec des dates et une opportunité, donc tu ne savais pas exactement combien est-ce que tu allais gagner, sachant que Mick Foley ressortait de la WCW, où il gagnait 156 000 $ par an. Donc au final, suite à ce meeting avec Vince McMahon, Mick Foley est rentré chez lui, et il était plutôt déçu. Donc quelques jours plus tard, il a rappelé la WWE pour refuser l'offre gentiment, sauf que quelques heures plus tard, Jim Ross l'a appelé, et là ils ont discuté pendant près de 2 heures, et au final ils ont réussi à se mettre d'accord pour que Mick Foley démarre quelques mois plus tard, juste après WrestleMania. Donc au final, Mick Foley et Vince McMahon ont travaillé ensemble sur la création du personnage de Mankind, et ce qui était intéressant c'est que Vince avait déjà plein d'idées sur le perso, il avait déjà les croquis, le masque, la tenue, etc. Mais Vince McMahon était tout de même très ouvert aux propositions et aux suggestions de Mick Foley. Mais du coup, ça a mené à quelques scènes assez drôles. Par exemple, on a ce moment où Vince McMahon annonce à Mick Foley son nouveau nom, et voici ce que Vince McMahon déclare. Alors dans ce business, nous avons eu des crushers, des bruisers, des destroyers, mais nous n'avons jamais eu de mutilator. Et je sais que tu utilisais le nom Manson à l'époque, donc nous aimerions t'appeler Mason de Mutilator. Et là, comme vous pouvez l'imaginer, Mick Foley est tout nouveau face à son nouveau patron, face à Vince McMahon. Donc il n'ose pas dire que c'est de la merde. Donc il sourit et il dit « Ok Vince, j'adore, c'est magnifique !» Mais au final, Mick Foley ose dire quelque chose, et là il a une idée, il pense au nom Mankind, donc il propose le nom Mankind de Mutilator à Vince McMahon, et donc pour info, Mankind signifie l'humanité en anglais, et Mick Foley a dit qu'il pourrait y avoir un double sens autour de son nom, car il pourrait parler de l'humanité en disant qu'il voudrait sauver l'humanité, et à d'autres moments il pourrait parler de l'humanité en disant qu'il veut détruire l'humanité. Et Vince McMahon n'avait pas l'air totalement contre, donc il a écouté la proposition de Mick Foley, il l'a noté, et il a dit qu'il va y réfléchir. Puis derrière, Mick Foley a enchaîné avec une autre proposition par rapport à son thème d'entrée. Mick Foley voulait quelque chose de spécial, notamment le fait d'avoir des thèmes différents pour son entrée et pour sa sortie. Mick Foley voulait une musique plutôt sombre lors de son entrée, pour montrer qu'il se passait des choses dans sa tête et que clairement c'était le bordel, que c'était quelqu'un de troublé. Mais par contre ensuite, après sa victoire, après qu'il ait détruit son adversaire et qu'il ait lâché toute sa haine, toute sa colère, il souhaitait une musique calme, afin de montrer qu'après son match, Mick Foley était apaisé. Et du coup, ce qui est très intéressant, c'est qu'une fois que Mick Foley fait son premier match, on ne lui avait pas dit ce qui avait été validé ou pas, donc Foley fait son entrée, et là il entend l'annonceur le présenter comme Mankind. Donc Vince McMahon l'a écouté, il a oublié le nom Mason et également la partie Mutilator. Donc Mick Foley fait son entrée sur une musique assez sombre, mais une fois qu'il remporte son match, d'un coup, il entend une autre musique, il entend du piano, et une musique qui est assez belle, assez paisible. Et donc là, il comprend encore une fois que Vince McMahon l'a totalement écouté. Vince McMahon a suivi toutes les propositions de Mick Foley. Donc cette anecdote, c'était juste pour montrer que malgré ce qu'on pourrait croire, Vince McMahon écoutait clairement ses superstars. Et Mick Foley précise que parfois il l'abusait même, car à la fin de sa réunion avec Vince, Vince lui a dit « Écoute, je veux être sûr que t'es ok avec tout dorénavant, que la tenue te va, que ton masque te va ». Et là, Foley n'osait plus se plaindre parce qu'il avait déjà proposé pas mal de choses, mais au final, il a regardé Vince et il lui a dit « Écoute Vince, je vais être totalement honnête, par rapport à la gimmick, il y a quelque chose qui ne va pas. » Et donc Vince lui a dit « Quoi? Dis-moi ce qui ne va pas. » Et Mick Foley a répondu en étant un petit peu gêné « Écoute Vince, par rapport à la gimmick,
Je la déteste totalement. Je trouve qu'elle est horrible, que c'est nul, que rien ne va et que ça ne va jamais fonctionner. Et donc là, d'après Mick Foley, Vince McMahon a explosé de rire et il a dit à Mick Foley, écoute, dis-moi ce qui ne va pas et on va trouver des solutions. Et donc Mick Foley lui a expliqué que ce qui n'allait pas, c'est la tenue, car quand il met la tenue, il a l'impression d'être un personnage déguisé et il n'a pas l'impression de vraiment interpréter un rôle. Et donc au final, Vince McMahon a appelé la couturière et ils ont retravaillé la tenue de Mick Foley. On passe maintenant aux origines du fameux finisher de Mankind, le Mandible Claw. Et il faut savoir que Mick Foley avait cette prise sous le coude depuis plusieurs années, car quelques années auparavant, quand il travaillait à la WCW en même temps que Jim Cornette, il était allé voir Jim Cornette pour lui demander une idée pour un nouveau finisher, car à cette époque, le finisher principal de Mick Foley était une descente du coude vers l'extérieur, et donc petit à petit il commençait à se détruire le corps à force de le faire semaine après semaine. Donc Mick Foley cherchait un finisher qui faisait moins mal, et là c'est Jim Cornette qui lui a présenté le Mandible Claw en lui expliquant que c'est une prise où tu places 2 doigts sous la langue de ton adversaire et ensuite tu pinces très très fort et en fait la douleur paralyse ton adversaire et il est obligé d'abandonner. Donc Mick Foley était ravi et il est parti en coulisses pour expliquer son idée de nouveau finisher au booker en chef de l'époque à la WCW, donc Bill Watts. Sauf que le problème c'est que Bill Watts est vraiment un catcheur à l'ancienne et il n'a pas vraiment apprécié l'idée de Mick Foley. D'ailleurs directement sa première réponse a été « Mais pourquoi est-ce que je ne te mordrai pas les doigts ?» Donc directement Mick Foley a compris que ça ne servait à rien de discuter et que Bill Watts n'allait pas changer d'avis, mais quelques années plus tard il s'est dit que Vince McMahon était quelqu'un de plus intelligent, de plus sensé, donc il a à nouveau présenté l'idée du Mandible Claw comme potentiel finisher de Mankind. Et là ce qui est drôle, c'est que Vince McMahon a eu exactement la même réponse que Bill Watts. Il a regardé Mick Foley et il lui a dit « Mais pourquoi est-ce que je ne te mordrai pas les doigts ?» Mais là, Mick Foley a insisté car il pensait que Vince McMahon pouvait le comprendre, donc il lui a expliqué que c'était une prise qui te paralysait de douleur et que tu ne pouvais rien faire, et qu'en plus il pourrait à la limite avoir une petite protection au niveau des doigts, ce qui était le cas justement derrière pour Mankind. Donc au final, Vince McMahon a validé le Mandible Claw. On passe à une anecdote sur le train de vie des superstars car je sais que ça peut vous intéresser. Et donc nous sommes en 1996, Mick Foley travaille à la WWE depuis quelques semaines et il est sur la route avec Vader. Donc ils sont dans la voiture et c'est Vader qui roule, donc il demande à Foley de tenir sa facture d'hôtel. Et il faut savoir que c'était le week-end de WrestleMania, donc la WWE payait pour tout, sauf la nourriture et le téléphone. Mais par contre, c'est bien la fédération qui payait pour les nuits d'hôtel. Donc Foley pensait assez logiquement que le montant de la facture de Vader allait être faible, sachant que le montant de la facture de Foley était de 48 $ pour le week-end. Mais là, grosse surprise pour Foley, car il regarde la facture de Vader et il se rend compte que le montant est de 2500 $. Foley explique qu'il y avait des repas à 100 $, des notes de bar à 200 $, des pourboires à 50 $ et même une paire de lunettes de soleil à 300 $ pour le kiff. Mais le plus drôle dans tout ça, c'est que Vader était surpris par l'étonnement de Mick Foley, donc il s'est retourné vers lui et il lui a demandé « Bah quoi ? C'est plus que ce que tu dépenses ?» On enchaîne avec une histoire qui permet de prouver qu'à la WWE, une superstar peut évoluer et passer d'un spot à un autre spot grâce à son talent et grâce à sa popularité. Donc nous sommes toujours en 1996, Mick Foley est posé en coulisses, et là il y a un employé de la WWE qui vient le voir pour lui parler d'idées de produits de merchandising. En effet, la WWE voulait sortir de nouveaux produits pour le personnage de Mankind. Et là, au même moment, vous avez Steve Austin qui passe en coulisses. Et il faut savoir que c'était à l'époque où Steve Austin n'avait pas encore explosé, mais Steve Austin en profite et il commence à discuter avec l'employé de la WWE, et il demande à cet employé si par hasard, la fédération n'avait pas envie de sortir un petit t-shirt pour Steve Austin, sachant qu'à cette époque Steve Austin avait quasiment zéro merch à la WWE, alors qu'un mec comme Mark Henry avait 25 items qui étaient disponibles à la vente. Mais là, l'employé qui s'occupait du merchandising s'est retourné vers Steve Austin, l'employé était très gêné, et il a expliqué à Steve Austin que la WWE ne voyait aucun intérêt et aucun potentiel dans le merchandising de Steve Austin, donc à l'heure actuelle ce n'était pas la priorité. Et Mick Foley nous dit que c'est hilarant parce que littéralement quelques mois plus tard, Steve Austin va vendre des millions de t-shirts pour la WWE. Et justement, Mick Foley utilise l'exemple de Steve Austin pour nous illustrer la différence principale entre la WCW et la WWE, donc voici ce que Mick Foley déclare.
Cela illustre parfaitement la différence entre la WWE et la WCW. À la WCW, le spot d'un catcheur était son spot et ça le restera. Il ne pouvait pas monter plus haut au niveau de la carte. Si la WCW avait Austin, il n'aurait absolument rien fait avec. Hey, mais attends, ils avaient Austin, et si je me rappelle bien, ils n'ont absolument rien fait avec. De l'autre côté, Vince McMahon a senti le momentum et il a misé dessus, et ça a mené Austin à des niveaux de popularité incroyables et à des gains financiers phénoménaux. Donc clairement, à la WWE, le mérite compte réellement. Et ce n'est pas tout, car à ce moment-là, Mick Foley commence vraiment à dire les points positifs de la WWE, notamment le fait que Vince McMahon sait reconnaître ses erreurs. Et Mick Foley nous parle d'une réunion qui a été très importante pour l'histoire de la WWE. Voici ce que Mick Foley déclare. D'ailleurs, il y a un moment en octobre où le fait que Vince admette qu'il n'a pas toujours raison a justement permis à la WWE de réellement exceller. Le corps de Brian Pillman venait d'être retrouvé sans vie dans un motel à Minneapolis la veille. Vince nous a donc convoqués à un meeting afin d'adresser la mort de Brian Pillman, mais il nous a également informé que le temps lui est peut-être passé sous le nez et que certaines vieilles formules qui fonctionnaient à l'époque sont sûrement dépassées de nos jours. Il a alors redonné aux superstars la responsabilité de développer leurs personnages. Et suite à ce meeting, c'était la fin des gimmicks ridicules, des gimmicks loufoques, afin d'entrer dans une nouvelle ère plus réaliste. C'était plus ou moins la naissance de l'Attitude Era. Pour l'anecdote numéro 9, on va s'intéresser à ce qui est sûrement le plus grand match de la carrière de Mick Foley. Donc on se retrouve en 1998 au pay-per-view King of the Ring pour le Hell in a Cell match entre The Undertaker et Mankind. Et il faut savoir qu'à l'époque c'était le deuxième Hell in a Cell match de l'histoire. On en avait eu un seul quelques mois plus tôt entre The Undertaker et Shawn Michaels. Et donc tout démarre quelques semaines plus tôt, Mick Foley se rend dans les bureaux de la WWE afin de s'entraîner, car il faut savoir qu'il y a une salle de musculation dans les bureaux de la WWE qui est super bien équipée d'après Mick Foley. Donc Mick Foley va s'entraîner là-bas et il est accompagné par Terry Funk, ce qui au final aurait été une grande erreur d'après Mick Foley. Car pendant qu'ils sont là-bas, Mick Foley en profite pour demander à un employé de lui ramener la cassette du premier Hell in a Cell match entre Shawn Michaels et The Undertaker. Et donc Terry Funk et Mick Foley se posent dans une salle et ils regardent le match ensemble. Et donc à la fin du match, ils se regardent tous les deux. Et là, Terry Funk regarde Mick Foley et il lui dit « Merde, ça va être compliqué de faire mieux que ça ». Et là, c'est Terry Funk qui va donner ce magnifique conseil à Mick Foley et qui va lui dire « Tu sais quoi ? Je pense que vous devriez peut-être démarrer le match sur la cage. » Puis Mick Foley et Terry Funk ont continué à discuter, et là Terry Funk a fait une petite blague à Mick Foley et il lui a dit « Tu sais quoi ? Je pense que pour vraiment marquer les fans, il faudrait peut-être que The Undertaker te chope et qu'il te jette du haut de la cage. » Et là, en rigolant, Mick Foley a répondu à Terry Funk « Totalement, tu as raison, et derrière, faudrait même que je remonte sur la cage et que The Undertaker me jette une seconde fois. » Mais donc là, à la base, il rigole. Sauf que quelques minutes plus tard, Mick Foley se tourne vers Terry Funk, il devient sérieux et il dit à Terry Funk « Terry, je pense que je peux le faire. » Et du coup, lors des semaines suivantes, à chaque fois que Mick Foley croise The Undertaker en coulisses, il tente de le convaincre de démarrer le Hell in a Cell match sur la cage, mais The Undertaker n'était pas du tout chaud, donc à chaque fois, il répond non à Mick Foley. Sauf que Mick Foley continue, il insiste à chaque fois, donc au bout d'un moment, The Undertaker ne comprend pas, et il dit à Mick Foley « Mais pourquoi est-ce que tu tiens tellement à mourir ?» Et là, Mick Foley répond à The Undertaker de manière très honnête, et il dit à The Undertaker « Écoute, tu as un pied cassé. De mon côté, à l'heure actuelle, je n'ai aucune hit, et donc j'ai peur que notre match soit pourri et qu'il déçoive les fans, sachant que tous les deux on a une réputation à tenir, on a un héritage à tenir. » Et là on peut voir que Mick Foley a réussi à toucher The Undertaker, donc au final Taker se retourne et il dit qu'il va y réfléchir, mais en gros il l'avait accepté. Donc on se retrouve au King of the Ring, Mick Foley fait son entrée, il monte sur la cage, puis The Undertaker fait son entrée, il monte également, et beaucoup plus rapidement que Foley alors qu'il avait le pied cassé. Les deux catcheurs se battent un petit peu sur la cage, puis d'un coup The Undertaker chope Mick Foley par le col, et il le jette du haut de la cage vers la table des commentateurs espagnols. Alors, c'est tout simplement l'un des plus gros bumps de l'histoire du catch, et voici ce que Mick Foley déclare par rapport à ce bump et ses souvenirs de sa chute.
Undertaker m'a attrapé par le col, et soudainement j'étais projeté 5 mètres plus bas, et je tombais rapidement, pendant que les commentateurs espagnols se sont jetés pour éviter ma chute. C'était le moment le plus effrayant de ma vie, mais presque un soulagement quand j'ai atterri sur la table et je l'ai senti exploser sous mon poids. J'ai réussi à éviter les moniteurs, ce qui était mon plus grand souci, et je suis tombé aussi parfaitement que j'aurais pu l'espérer. Mon épaule me faisait mal, elle s'était disloquée suite à ma chute, et je ressentais des douleurs au niveau d'un rein. Mais sinon, j'étais ok. J'avais même un sentiment de paix intérieure alors que les officiels, Terry Funk et Vince McMahon qui étaient sortis de son personnage, s'occupaient de moi. Je me disais qu'au moins le pire était passé, mais je n'avais jamais eu aussi tort de ma vie. Car là, en effet, on pense que le pire est passé, et logiquement, tout être humain normal devrait arrêter le match. D'ailleurs, on place Mick Foley sur une civière, on tente de le ramener en coulisses, mais au final, Mick Foley se relève, et il remonte sur la cage pour continuer de se battre avec Taker. Sauf que là, Taker et Foley avaient prévu un autre bump de malade. Donc vous avez Taker qui chope Foley et qui le chokeslam à travers le toit de la corde. Et donc Foley tombe encore une fois du haut de la cage, mais cette fois-ci dans le ring. Sauf que le problème, c'est qu'en tombant, il se prend également une chaise qui se cogne directement contre son visage et qui lui pète notamment une dent. Ce qui fait que là, vous avez une caméra qui zoome sur le visage de Mick Foley et on voit Mick Foley qui saigne de la bouche. Et Mick Foley essaye de nous montrer qu'il a un trou dans la lèvre, donc il essaie de faire passer sa langue à travers le trou. Et à côté de ça, on voit quelque chose de blanc dans le nez de Mick Foley. Et Mick Foley explique dans son livre qu'en fait, c'était un bout de dent, mais ils n'ont jamais vraiment compris comment est-ce que ce bout de dent s'est retrouvé là. Donc là, Mick Foley se retrouve KO dans le ring, il ne bouge plus, et après le match, il est allé demander à The Undertaker à quoi il pensait quand il a vu Foley inanimé dans le ring après la deuxième chute. Et là, The Undertaker a simplement répondu à Foley « Je pensais que tu étais mort ». Mais au final, Mick Foley a terminé le match et il a même utilisé des punaises. Et encore une fois, ce qui est marrant, c'est qu'après le match, il retourne en coulisses et il a demandé à l'arbitre s'il a bien utilisé les punaises pendant le match, car il ne s'en rappelait pas. Sauf qu'il avait des punaises partout sur le bras et dans son dos. Donc là, l'arbitre lui a dit oui. Oui Mick, t'inquiète, tu as bien utilisé les punaises. Et après le match, bien entendu, vous avez également un Vince McMahon méga inquiet qui est allé voir comment allait Mick Foley. Et à ce moment-là, Vince McMahon a dit à Mick Foley, écoute, je tiens à te remercier pour tout ce que tu fais pour cette société. Mais promets-moi une chose, promets-moi que je ne te verrai plus jamais faire ce genre de truc. Et donc on termine avec la dernière histoire de ce premier livre de Mick Foley, le moment où il remporte le titre de champion du monde WWE pour la première fois. Et donc on se retrouve en plein dans l'Attitude Era, et il faut savoir que ça a très mal commencé pour Mick Foley, car dans son livre, Mick Foley explique que quand l'Attitude Era a démarré, il était un petit peu perdu entre tous ces personnages, Mankind, Cactus Jack, Dude Love, et il n'avait pas vraiment de bonne storyline, ce qui fait que les fans commençaient un petit peu à s'en foutre de Mick Foley. Mais heureusement, il a réussi à relancer sa carrière, notamment à travers une storyline avec Vince McMahon, car Mick Foley allait parler avec Vince Russo, qui était le booker en chef à l'époque de la WWE, et il a expliqué à Vince Russo que tous les faces détestent Vince McMahon, donc pourquoi pas faire un face qui adorerait Vince? Et derrière, ça a mené à une relation très particulière avec Mick Foley qui était un petit peu en mode lèche-cul de Vince, et Vince qui n'en pouvait plus de Mankind. Mais derrière, petit à petit, Vince McMahon a fait croire à Mick Foley qu'il commençait à l'accepter en tant que protégé, sauf qu'au final, il l'a totalement trahi, et il a choisi quelqu'un d'autre comme vrai champion corporate. Il a choisi The Rock. Mais lors d'un épisode de Raw tourné fin 98, Mick Foley pète un câble et il s'en prend au fils de Vince McMahon et il exige un match tout de suite face à The Rock pour le titre de champion du monde, sinon il va détruire Shane. Et là, bien entendu, Vince panique et donc au final, il accepte. Donc on enchaîne directement avec Mankind contre The Rock pour le titre. Et il faut savoir qu'il y avait des gens autour du ring. Il y avait la DX qui était face à ce moment-là pour aider Foley. Et il y avait également la Corporation de Vince McMahon pour aider The Rock. Donc pendant le match, ça part en bagarre générale et au final, vous avez Steve Austin qui fait son entrée. On l'avait pas vu depuis quelques semaines, ce qui a littéralement mené à l'une des plus belles pop de tous les temps. Pour info, j'ai posté l'extrait vidéo sur mon compte Twitter et je vous conseille d'aller le checker car c'est littéralement l'un des plus grands moments de l'histoire du catch et potentiellement
la plus grande pop de l'Attitude Era. Donc Steve Austin fait son entrée et il met un coup de chaise à The Rock, ce qui fait que derrière, Mick Foley effectue le tombé pour la victoire. Mick Foley devient champion du monde pour la première fois, et voici ce que Mick Foley déclare par rapport à ça. J'ai versé du sang sur 5 continents différents, et j'ai participé à de très grands matchs. Mais pourtant, j'ai catché pendant 15 ans, en sachant que je ne ressemblais pas à une star, et encore moins à un champion. J'avais appris à l'accepter, et j'avais même appris à aimer mon rôle de loser attachant qui ne remporterait jamais le titre mondial. Et je peux honnêtement dire qu'avant ce 29 décembre 1998, je pensais que ça n'arriverait jamais. Mais c'est arrivé, et la réaction était magnifique. Les fans étaient debout et j'étais sur les épaules de la DX. Plusieurs photos montrent que les membres de la DX avaient d'énormes sourires, et je sais que ces sourires étaient réels. Le public a commencé à scander mon nom, j'ai pris le micro et je me suis d'abord adressé à Vince qui était en train de piquer une crise, bien que je soupçonne que secrètement au fond de lui, il était ravi. Puis je me suis mis à genoux et j'ai parlé du fond de mon cœur et j'ai dit « Je veux dédier cette ceinture à mes 2 petits à la maison, Dewey et Noël, papa l'a fait !» Pour info, j'ai perdu la ceinture au Royal Rumble pendant un match émotionnel et brutal, environ 26 jours plus tard. Mais si vous voulez lire cette histoire, alors vous pouvez acheter le livre de The Rock. Et donc littéralement, c'est la fin du livre, Mick Foley termine sur sa victoire face à The Rock pour devenir champion du monde. Et c'est un moment parfait pour s'arrêter car forcément, on attend la suite avec impatience et bien entendu pour ceux qui sont au courant, Mick Foley a déjà sorti la suite de ses livres. Alors je ne l'ai pas précisé mais ce premier livre a été publié en 1999 pour info. Moi je l'ai acheté 2-3 ans plus tard et j'ai dû le lire une dizaine de fois ces 20 dernières années, tout simplement parce que je le trouve passionnant. J'adore la manière dont Mick Foley écrit, la manière dont il nous raconte ses histoires. Il n'y a pas de détails qui ne servent à rien. Il nous parle vraiment des choses qui vont nous intéresser, des choses importantes. Et surtout, j'adore la manière dont on voyage dans ces livres de superstars. Là, avec Foley, on démarre aux États-Unis et on voyage à travers tous les États-Unis, à travers les territoires de l'époque. Mais on va également au Japon, on va également en Europe, on va également en Afrique. Et à chaque fois, Mick Foley a des dizaines d'anecdotes très intéressantes, que ce soit par rapport à lui, mais également aux autres superstars de l'époque. Donc tout ce que j'ai à dire, c'est que ce livre est génial, et comme je vous l'ai dit, je voulais commencer avec l'une des meilleures autobiographies que j'ai lues, et clairement les livres de Mick Foley font partie du top 3, avec également, je dirais, le livre de Bret Hart, et les 2 premiers livres de Chris Jericho qui sont également génialissimes. Donc pour info, je vais relire tous ces livres lors des prochaines semaines, et également plein d'autres livres, le livre des Young Bucks, les livres de Jim Ross, le livre de Brian Gewirtz. Je viens de me lancer cette semaine également dans le livre de Todd Gordon, qui était le créateur de la ECW dans les années 90, et honnêtement le livre est passionnant, donc il y aura également une vidéo sur ce livre. Maintenant bien entendu, j'attends vos réactions dans les commentaires, dites-moi si vous kiffez ce genre de vidéo, dites-moi si vous en voulez plus, et dites-moi également parmi toutes ces anecdotes, quelle a été votre anecdote préférée. Donc voilà, c'est tout pour le résumé du premier livre de Mick Foley. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo et que vous avez également kiffé le petit thread sur Twitter. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!